Ce soir-là, il pleuvait très fort, dans ce petit village, où la majeure partie des habitants travaillaient à l'usine textile, aux abords de la forêt. Le calme régnait. Les gens se contentaient de rester chez eux, à regarder la télévision en famille. Ici, le seul commerce encore ouvert à cette heure tardive était le bar, où se regroupaient ce qu'on appelait là-bas les piliers de bar, ainsi que les gens seuls. On y trouvait également les quelques jeunes du village, qui n'avaient qu'une hâte, être majeurs, prendre leur indépendance et partir. Récy s'était endormi sur une des tables du bar. Il avait les cheveux bruns et une barbe de 3 jours. Il était grand et carré, et le voir endormi ainsi, à poing fermé, a immédiatement alerté le barman, qui s'est volontairement mis à faire du bruit pour le réveiller, l'invitant ensuite à quitter le bâtiment, qui fermait pour la nuit. Il s'est levé avec peine et a titubé en se tenant la tête jusqu'à chez lui. Après quelques minutes de marche, il est enfin arrivé à bon port. Mais plutôt que de se reposer comme l'aurait fait n'importe quelle personne dans son état, il a préféré se faire un café et y a versé une importante dose de Baileys. Combattre le mal par le mal était sa doctrine préférée. Il s'est ensuite endormi sur le canapé, juste devant la cheminée pour se réchauffer. L'automne venait tout juste de débuter, et les feuilles des arbres commençaient à changer de couleur. Pourtant, il faisait tout de même assez froid. Aux alentours de minuit, le téléphone de Récy a sonné. Presque assommé par tout cet alcool qu'il avait dans le sang, il n'a même pas entendu la sonnerie, et ce n'est qu'après 1h05 appels en absence qu'il s'est finalement réveillé. Encore ivre, il a titubé jusqu'à la table du salon, où il avait déposé son téléphone avant de s'écrouler sur le canapé. En voyant tous ces appels manqués sur son écran, il a froncé les sourcils. Pour n'importe qui, recevoir un ou plusieurs appels à cette heure était déjà mauvais signe. Mais pour lui, à cause du métier qu'il faisait, cela voulait dire qu'il y avait une urgence vitale. Il s'apprêtait à recomposer le numéro de l'inconnu qu'il avait appelé, quand il a remarqué qu'un message vocal lui avait été laissé sur son répondeur. Intrigué et quelque peu inquiet, il s'est dépêché de lancer l'appel vers sa messagerie. Après l'habituelle voix mécanique qui demandait d'appuyer sur dièse pour écouter ses nouveaux messages, une voix familière s'est élevée des haut-parleurs du téléphone. Récy, qu'est-ce que tu fous, bordel? J'ai besoin de toi. Je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer, alors écoute bien. Je suis dans la forêt de Robinson Woods. Je suis venu ici parce qu'une série de meurtres a été rapportée par la police. Et crois-moi, l'état dans lequel les corps ont été retrouvés est absolument abominable. Ce qui les a tués, ce n'était pas humain. Et mes soupçons ont été fondés. Je suis tombé sur les traces d'un Wendigo. Je l'ai traqué et j'ai essayé de le tuer. Mais pendant la bataille, il m'a blessé au ventre. Il n'a pas l'air d'être pareil que les autres Wendigo auxquels j'ai déjà eu affaire. Il est beaucoup plus fort et malin. Je n'y arriverai jamais seul. Et tu es le plus proche. Rejoins-moi au plus vite. Attends. Je crois qu'il n'est pas loin. Non! Non! Récy n'a même pas pris le temps de raccrocher et a laissé tomber le téléphone sur le sol. Des larmes ont alors roulé sur ses joues. Cela ne faisait aucun doute. Il avait entendu quelque chose s'attaquer à Lawrence. Récy exerçait un métier dangereux, et la mort y était omniprésente. Il n'était pas rare qu'un de ses confrères perde la vie, et aucun d'entre eux n'était réellement sûr de revenir vivant après une chasse. Mais Lawrence était le meilleur de tous les chasseurs. Il était le plus expérimenté, et n'en était pas à son coup d'essai. De plus, il avait été le formateur de nombre d'autres personnes chez qui il avait décelé des capacités, dans le but de les joindre à la lutte contre les créatures démoniaques. Récy était dévasté. C'est à ce moment qu'il s'est dit qu'il ne reverrait jamais l'homme le plus aguerri, le plus sage et le plus généreux qu'il n'ait jamais connu. Celui qui se donnait corps et âme pour protéger les innocents des sinistres créatures assoiffées de sang qui les menaçaient. Mais il savait aussi qu'il n'avait pas le temps de se morfondre, qu'il allait devoir agir vite. Récy détestait ces créatures plus que toutes celles qu'il avait déjà eu la malchance de combattre. Les Wendigo étaient des créatures ignobles, intelligentes, rapides, et il était très difficile d'en venir à bout. Alors, si même Lawrence, qui avait déjà vaincu des dizaines de ces choses, avait dit que le Wendigo qu'il chassait était plus fort que les autres, Récy savait qu'il n'arriverait pas à le combattre seul. Il allait avoir besoin d'une équipe forte et efficace. À vrai dire, les seuls autres chasseurs qu'il connaissait étaient ceux qu'il avait rencontrés lors des chasses collectives que Lawrence avait organisées pour les former. Lors d'une de ces chasses, Lawrence leur avait avoué qu'il les avait repérés pour leurs capacités complémentaires et avait ajouté qu'il était convaincu qu'un jour, ils allaient devoir joindre leurs forces pour combattre en groupe. Seulement, lorsque Lawrence avait prononcé ces mots, Récy était loin de s'imaginer que ce moment arriverait si tôt et que ses confrères et lui allaient être amenés à s'allier pour venger la mort de leur mentor. En lui, le choc et la tristesse avaient laissé place à la rage et à la soif de vengeance.
Il s'est avancé jusqu'au couloir et s'est arrêté au beau milieu de celui-ci. Il s'est baissé et a retiré une des lames du parquet en bois massif qui recouvrait le sol. En dessous, il y avait divers objets qu'il avait récupérés lors de ses nombreuses chasses. Des artefacts de sorcellerie, des armes et nombre d'autres reliques. Récy a alors saisi un petit cahier en cuir marron, fermé par un loquet doré. C'était là qu'il gardait toutes ses notes sur ce qu'il avait appris. Il a rapidement fait défiler les pages, avant de tomber sur les notes qu'il avait prises sur ses différents coéquipiers, ainsi que leur numéro de téléphone. Il a appelé la première personne de la liste. Ivy, c'est Récy. Tu es au courant pour Lawrence? Non, que se passe-t-il? Il s'est fait attraper. Il est mort. Putain, c'est pas vrai. Comment il a été tué? Il était à Robinson Woods et il est tombé sur une créature plus forte que lui. Ce n'est pas possible. On dirait bien que si. Il faut qu'on se retrouve au plus vite. Tu as toujours tes équipements? Bien sûr. Alors rendez-vous dans 1 heure chez moi. J'appelle les autres. Ok. Une fois tous les appels passés, Récy a raccroché, puis s'est approché du portrait de son ami. Il se souvenait d'une de ses dernières chasses. C'était en Europe, dans une grande forêt près du Luxembourg. Ils s'étaient rendus là-bas parce qu'ils avaient entendu des rumeurs sur un loup particulièrement féroce et de taille démesurée qui s'attaquait aux habitants du village et à leur bétail. En faisant leurs recherches, ils s'étaient aperçus qu'il s'agissait d'un loup-garou. La chasse n'avait pas été facile. Il leur avait fallu mettre au point un plan stratégique grâce à la ruse de Kripsta et Ivy et aux connaissances de Moff. Quand elles étaient réunies, les 3 filles formaient une équipe du tonnerre. En repensant à Moff, il s'est également rappelé de son jumeau, Hazel. Ils étaient inséparables et avaient une puissante connexion mentale qui s'avérait redoutable lors des chasses. Du souvenir de Récy, Hazel était de loin bien meilleur pisteur que sa jumelle. Mais celle-ci compensait par ses capacités cérébrales hors du commun. Son téléphone s'est mis à sonner, le sortant de sa rêverie. C'était Stup. Stup, Récy, j'ai entendu ce qui s'est passé avec Lawrence. comment tu sais ça, toi? Notre communauté ne se limite pas à ta connaissance, et tu sais que Lawrence était assez réputé dans le milieu. Ouais, je vois que les nouvelles vont vite. Comme tu dis. Tu as prévu quoi? De réunir les meilleurs chasseurs. La crème de la crème. Et tu n'as même pas pensé à m'appeler? Si, mais en dernier. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Vous avez un plan d'action? McCripsta fait partie de l'équipe. Le plan d'action est déjà en marche. Parfait. Dis-moi où et quand je dois vous rejoindre. Chez moi, le plus rapidement possible. Puis, il a raccroché. Stup était un personnage particulier. Il parlait peu, et les gens le trouvaient parfois bizarre. Mais il était une valeur sûre pour l'équipe. Et ça, Récy le savait, même si au fond, il avait peur qu'il se fasse rejeter du groupe. Moff, qui était assise à côté d'Hazel, avait plein de livres éparpillés autour d'elle. Véritable encyclopédie vivante, elle cherchait à accumuler un maximum de connaissances pour faire face à cette créature hors norme qu'ils allaient devoir affronter. Moff avait de très longs cheveux noirs qui contrastaient parfaitement avec sa peau pâle, et on remarquait une inquiétante absence de pupilles dans ses yeux. C'était sa particularité. Seulement, ses joues étaient légèrement roses, et elle avait les traits très doux. Elle arborait également autour de son cou un immense talisman en forme de papillon de nuit. Et ainsi, elle était dotée d'une beauté spectrale. McCripsta, quant à elle, tenait une grande conversation avec Ivy. J'ai l'impression que cette merde est vraiment forte. On en a chassé des pires que ça, toi et moi. C'est pas cette chose qui va me faire peur. Tu comprends pas qu'on n'a pas affaire aux créatures habituelles? Celle-là a l'air bien plus puissante. Regarde Moff, elle n'a jamais mis autant de temps à réunir des données sur une seule et même créature. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Qu'est-ce que tu ressens? Comme contrarié, Ivy ne lui a pas répondu, et un silence s'est installé. McCripsta a alors passé une main dans sa chevelure ébène, avant de replacer la bretelle de sa robe qui descendait sur son épaule. McCripsta portait toujours des robes fendues jusqu'à la cuisse, sur laquelle elle attachait une lanière où elle rangeait ses armes. Cette tenue atypique, et pourtant inadéquate pour une chasseuse ordinaire, lui délivrait un charme et une allure sans pareille. Hazel a alors pris la parole. Elle ne te dira pas la vérité. Elle sait ce qu'il y a à l'extérieur et elle minimise. Elle préférait dire que c'est Jason Voorhees qui nous attend dehors avec sa machette et que Leatherface est caché sous la maison avec sa tronçonneuse, plutôt que de t'avouer que la menace est plus élevée et qu'elle pressent la mort pour chacun d'entre nous ce soir. Hazel, lui, comme sa sœur, avait les cheveux noirs de jet et un nez aquilin. Il n'était ni très grand ni très épais, mais savait s'imposer au sein d'un groupe. Il était connu pour être très agréable avec les autres, et son air doux le faisait paraître plutôt amical. Mais ce soir-là,
il était très sérieux. Macripsta et Ivy se sont retournés d'un coup, comme une seule et unique femme. Hazel, lui, humait les alentours en faisant des mouvements étranges avec son nez. On n'est pas des gamins, Ivy. Il faut que tu nous dises la vérité. C'est Mauve qui a répondu à son frère, sans même lever le nez de ses livres. Elle ne minimise pas vu qu'elle ne dit rien. Sa douce voix angélique avait toujours le don de faire baisser les tensions, même les plus élevées. Ivy, je le sais, moi. Et si moi je le sais, Hazel le sait aussi. On court à une mort certaine. Tu ne mens jamais à Macripsta, et c'est la première fois que je te sens si mal à l'aise, surtout face à elle. Reconnais que ce que je viens de dire est vrai. Oui, Ivy. Je n'ai jamais senti une odeur aussi puissante. Jamais. Le silence était toujours de mise, et Ivy ne répliquait pas, faisant paniquer les autres. Putain, Ivy, dis-nous ce que tu vois. Le tonnerre a grondé. Personne ne s'était rendu compte qu'un homme se tenait dans l'embrasure de la porte et qu'il écoutait leur conversation depuis un moment. Non mais c'est qui lui? Bonsoir, on peut vous aider? Calme-toi, Macripsta. C'est moi qui l'ai invité. Je vous présente Stup. L'homme qui se tenait devant la porte était de taille moyenne, assez baraqué. On voyait que c'était un chasseur au vu des nombreuses marques qu'il avait sur les bras. Mais ce qu'on remarquait le plus, c'était cette cicatrice qui parcourait sa joue. Il semblait vouloir la cacher avec ses cheveux. Ils se demandaient tous quelle créature avait pu lui faire cette jolie marque. Et qu'est-ce qu'il fout là? Tu crois vraiment que c'est le moment de faire une soirée entre potes? Récit a levé les yeux au ciel. Ah, commence pas à faire ta rabat-joie, Macripsta, s'il te plaît. Moff a à peine sorti son nez de ses livres et a répliqué. Et sinon, le Darrell du pauvre, il sait faire quoi à part écouter aux portes? Ils ont explosé de rire, jusqu'à être brusquement stoppés dans leur élan lorsque le verre de vin rouge que Macripsta avait en main a explosé d'un coup de flèche. Voilà ce qu'il sait faire. Un silence s'est installé, et seul Récit a esquissé un sourire, car il connaissait les talents d'archer de Stup. Il pouvait tuer un loup-garou d'une seule flèche. Trop concentré sur son apparence atypique, personne n'avait remarqué l'arc qu'il portait dans son dos. Les archers étaient rares dans ce milieu, et malgré leur faible nombre, ils étaient des tireurs d'élite reconnus, qui ne manquaient presque jamais leur cible. Bon, ça y est, fini de s'envoyer des pics. On va pouvoir aller venger notre ami ou continuer de jouer au jeu de qui a la plus grosse? En criant, Récit avait plongé la pièce dans le silence. Mais heureusement, le malaise n'a pas duré, car Moff a pris la parole, en pointant du doigt un passage d'un livre ancien qu'elle tenait dans ses mains. Je crois que j'ai trouvé à quoi on a affaire. Écoutez, le Wendigo, ou cannibale maudit, est un être surnaturel doté d'une grande force spirituelle. Son ouïe est sensible à chaque bruissement, sa vue détecte le moindre mouvement. Sa force lui permet de tuer d'un geste n'importe quel homme, et sa vitesse est sans pareil. À chaque humain dévoré, son corps et son estomac grandissent proportionnellement, le rendant chaque fois plus affamé. Le Wendigo est émacié, mais glouton. C'est un monstre squelettique et insatiable. Avec le temps, sa peau commence à pourrir sur sa carcasse, l'entourant d'une sinistre odeur de décomposition. Oui bon, tu nous apprends rien de nouveau, Hermione. On a tous déjà eu affaire à un Wendigo. Si tu me laissais finir, tu verrais où je veux en venir. Les Wendigo ayant survécu plus de 200 ans sont appelés les Wendigo suprêmes. Ils ont des facultés accrues, et développent même des pouvoirs que leurs congénères plus jeunes n'ont pas, ce qui les rend particulièrement dangereux et difficiles à vaincre. Ils ont par exemple le pouvoir de rentrer dans l'esprit de leurs victimes pour leur faire voir ou entendre des choses qui n'existent pas, ou encore d'influer sur leur environnement par la seule force de leurs pensées. Comme les Wendigo plus jeunes, ils craignent les balles en argent. Malheureusement, elles ne peuvent pas les blesser grièvement ou les tuer, seulement les ralentir. Il n'existe qu'un seul et unique moyen de venir à bout d'un Wendigo suprême, lui couper les membres avec une arme en argent, et lui retirer le cœur avant de le brûler, en même temps que ses membres, et ce, avant le lever du soleil. Moff s'est arrêté de lire et a lancé un regard à son frère, qui, comme tous les autres, avait l'air inquiet. Aucun d'entre eux n'avait jamais eu affaire à une créature d'une telle force, et ils n'étaient pas rassurés par ce que Moff venait de leur apprendre. Bon allez, au boulot tout le monde. Si on doit en finir avant le lever du soleil, on a intérêt à partir maintenant. Tandis que tout le monde ramassait ses affaires pour se préparer à partir en chasse, Récit a regardé le katana en argent qui était accroché au mur et l'a retiré de son présentoir. Si seules les armes en argent pouvaient venir à bout de ces créatures, alors il allait en avoir besoin. Il a ensuite accroché le katana à une lanière
pour pouvoir le transporter dans son dos. Ivy est passée à proximité, et Récy lui a saisi fermement le bras, puis lui a dit « On n'en a pas fini tous les deux. Tu me diras ce que tu sais, que tu le veuilles ou non. » Elle s'est dégagée de son emprise. J'irai ce que j'ai à dire quand je l'aurai décidé. Tu n'es pas Lorenz. Récy l'a regardé d'un air inquiet. Il savait que si quelque chose arrivait à un des membres du groupe, tout le monde reprocherait à Ivy son silence. Il s'est ensuite tourné vers ses collègues chasseurs et a dit avec détermination « Allez, en route pour Robinson Woods. Ivy, tu as toujours le cadeau que je t'ai offert ? » À ton avis, je le porte toujours sur moi, mon récit. Parfait, on y va. Lorsqu'ils sont arrivés dans la forêt de Robinson Woods, il ne faisait aucun doute pour eux qu'ils étaient au bon endroit. Lorsqu'un lieu a déjà vu couler du sang, il dégage une énergie qui ne trompe pas. De plus, Robinson Woods était connue pour être une des forêts les plus hantées d'Amérique. Elle était réputée pour abriter bon nombre de monstres particulièrement dangereux et effrayants, dont le Wendigo. Récy savait qu'il n'allait pas retrouver le corps de Lorenz, car lorsque les Wendigo trouvaient un adversaire à leur taille, une fois vaincus, ils n'en laissaient pas une miette. Ils ont rapidement installé leur campement au beau milieu de la forêt, là où les Wendigo venaient généralement se terrer pour digérer. Moff a donc inspecté les lieux, dans le but de trouver sa tanière. Hazel, lui, a commencé à chercher des pistes, en s'aidant des informations que lui donnait sa sœur. Macripsta, quant à elle, élaborait une stratégie de riposte dans le cas où le Wendigo se déciderait à attaquer par surprise, tandis qu'Ivy, les yeux fermés, se concentrait sur les auras qu'elle détectait dans la forêt. Stup faisait le guet sur le camp, équipé de son arc prêt à attaquer la bête si elle pointait le bout de son nez, et de l'autre côté du camp se tenait Récy, car il était le seul à pouvoir résister à un Wendigo au corps à corps. Hazel et Moff se sont rapprochés pour discuter. Dis, Moss, tu trouves pas qu'il y a un truc qui déconne avec Ivy ? Il y a toujours un truc qui déconne avec elle. Non, je suis sérieux. Je veux dire, elle a vu quelque chose dans la forêt. Et qu'est-ce qu'elle a vu ? Je ressens quelque chose moi aussi, mais je ne sais pas exactement quoi. C'est pas humain, c'est sûr. Mais Ivy le sait. C'est pour ça que je n'aime pas ceux qui ont un don de clairvoyance. Pourquoi ? Je n'aime pas ce don, c'est tout. Elle a toujours un train d'avance sur nous, et son côté pain-bêche m'agace au plus haut point. Moss, je pense qu'Ivy n'est pas si mauvaise. Elle est juste... Tu es trop gentil. C'est à cause de cette gentillesse que le dernier loup-garou qu'on a chassé a failli te tuer. Aucun rapport. Toujours à remettre ça sur le tapis. Moff a pris une grande inspiration. Ivy en sait beaucoup plus que nous. Ce secret va finir par nous tuer, et tu continues de la défendre. Stup, non loin d'eux, avait entendu toute la conversation. Je n'ai pas senti Ivy dès mon arrivée, moi non plus. Je pense que vous avez des raisons de vous méfier d'elle. Moff a lancé un regard noir à Stup. On t'a rien demandé à toi. Pour une raison que Stup ignorait, Moff avait l'air d'éprouver une certaine rancœur envers lui. Peut-être était-ce dû au fait qu'il ne parlait que très peu. Une chose était sûre, elle avait également décelé en lui un sinistre aura. Celui-ci a alors préféré ne pas répliquer et est retourné à son poste de garde. Macripsta est passé devant lui, sans dire un mot, se dirigeant tout droit vers Ivy. Tu décides à me dire ce qui se passe ? Il y a un démon qui vit sous terre à moins de 2 kilomètres. Il n'est pas là pour nous importuner. Il demande qu'on lui rende la politesse. Va le dire aux jumeaux diaboliques. À les entendre parler de moi, j'ai l'impression d'être l'élite. Plus loin, bien qu'il était concentré à scruter les alentours, Récy ne pouvait s'empêcher de jeter un œil à la scène qui se déroulait devant lui. Il s'était douté que la mort de Lorenz allait être un véritable choc pour tout le monde, mais il pensait que cette expérience les rapprocherait. Au lieu de cela, l'inverse se produisait. Tout le monde était à cran, et cela ne présageait rien de bon pour le combat qu'ils s'apprêtaient à mener. Ils avaient besoin de cohésion, et s'ils n'arrivaient pas à tous se ressaisir rapidement, ils allaient finir par se faire tuer un par un. Il a soudainement été sorti de ses pensées par l'appel de Stup, qui s'était crié depuis son poste. Alerte au Wendigo, 4 km à l'ouest. Je crois qu'il est en train de se nourrir. Je vais aller voir. Moff s'est levé soudainement. Je t'accompagne. Je veux savoir si on a réellement affaire à un Wendigo suprême. Moi aussi je viens. Non. Dans ces bois, tu sais très bien qu'il n'y a pas que le Wendigo dont il faut se méfier. Et ça pourrait très bien ne pas être lui. Reste là, et continue à suivre sa piste, au cas où. Et s'il t'arrive quelque chose ? Moff a esquissé un sourire. Tu n'auras qu'à t'en prendre à Ivy. Moss, faut y aller. Récy les a regardés s'éloigner, puis il a lancé. Soyez prudents, on ne peut pas se permettre de perdre qui que ce soit. Stup et Moff se sont éloignés. Leur chemin se faisait en silence, car Stup n'aimait pas parler, et Moff, elle, était plongée dans ses pensées. Ils sont finalement arrivés à une intersection, et Stup s'est dirigé vers la gauche. C'est pas par là. Et qu'est-ce que t'en sais ?
C'est moi qui l'ai vu. Peut-être bien, mais l'experte c'est moi, et j'ai décidé qu'on irait à droite. Tu es épuisante. Vas-y, on prend ton putain de chemin. Moff l'a toisé du regard et s'est dirigé vers le petit chemin avant de se rendre compte en moins de quelques minutes que des arbres bloquaient l'accès. Oh, c'est bon, t'as gagné, Daryl. On prend ton chemin à la con. Stup affichait un sourire narquois. Vas-y, l'archer, je te suis. Puisqu'apparemment tu sais tout. Tu sais, y a pas qu'Ivy que j'aime pas. Rassure-toi, moi non plus je ne t'apprécie pas. Mais on n'a pas le choix. On doit bosser ensemble qu'on le veuille ou non. Alors si j'étais toi, Moff a été surprise, et sans avoir le temps de réagir, elle a été projetée violemment à plusieurs mètres avant de s'écraser lourdement contre un tronc, se brisant quelques côtes. Le Wendigo a foncé droit sur elle. Stup essayait de le viser, mais il était bien trop rapide. Les flèches étaient projetées sans atteindre leur cible. Moff, étourdi, a essayé de se relever tant bien que mal. Du sang coulait de ses lèvres. Dans un faible mouvement, elle a pointé son fusil de chasse en direction du Wendigo. Seulement, son arme s'est enrayée. Mais... Elle a ensuite tenté de concentrer ses pensées sur son frère pour l'appeler à l'aide. D'ordinaire, lorsqu'elle le faisait, il arrivait à sentir qu'elle avait besoin de lui, mais elle n'a pas eu le temps de penser bien longtemps. L'énorme créature était seulement à quelques mètres d'elle. Putain, mais tire. C'est ce que je fais, c'est quoi ce bordel? J'en ai jamais vu un comme ça. Stup, je t'en supplie, tue-le. Je n'arrive plus à bouger. Stup a décoché plusieurs flèches, mais c'était comme si le Wendigo était totalement insensible à ses salves. Il sentait que toutes ses tentatives contre lui seraient vaines. Il le savait. Jamais il ne pourrait le tuer. Moff était en larmes. Dis à Hazel que je l'aime. Dis-lui de suivre son intuition. Qu'il cherche au fond de lui. Dis-lui que le Wendigo est un... La dernière chose qu'elle a vue a été le visage du Wendigo qui allait la tuer. Stup se tenait derrière et essayait de viser une ultime fois. Mais il était déjà trop tard. D'un énorme coup de griffe, le Wendigo a arraché la tête de Moff, qui est tombé sur le sol dans un bruit sourd. Stup en a laissé tomber son arc. Il venait tout juste de réaliser la force réelle de cette chose. Envahi par la panique, il a pris ses jambes à son cou pour retourner au camp, abandonnant au passage le corps sans vie de Moff au Wendigo. Il est arrivé essoufflé et en sueur. À sa grande surprise, le camp était totalement vide. Putain, vous êtes où? Ils sont tous arrivés chacun de leur côté en courant. Ils s'étaient dispersés car ils n'avaient pas réussi à savoir de quelle direction venaient les cris. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est Moff? Il a eu Moss. Il lui a arraché la tête. Je vous avais dit qu'il fallait pas se séparer. Maintenant voilà. Hazel s'est figé, les yeux arrondis par la terreur. Puis, il s'est jeté sur Stup, furieux. Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur, enfoiré? Je vais te faire la peau! Il l'a empoigné par le col, et malgré son faible gabarit, il l'a soulevé de quelques centimètres du sol. Stup lui a alors mis un violent coup de pied au ventre qui lui a fait lâcher prise. Plus énervé que jamais, Hazel a sorti un poignard de la poche de son jean et s'est jeté sur Stup. Il hurlait que tout était de sa faute, que c'était lui qui l'avait tué. Il avait réussi à le pousser à terre, sous le regard choqué des autres qui ne savaient pas comment réagir. Alors qu'il était sur le point de poignarder Stup qui était étourdi, McCripsta est arrivé et a poussé Hazel, qui s'est effondré dans ses bras en hurlant, les yeux emplis de larmes. Il était dévasté. Il venait de perdre la personne qui comptait le plus dans sa vie. C'était comme si une partie de son cœur venait de lui être arrachée. Stup s'est ensuite relevé. Crois-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Dans l'armée, on n'abandonne jamais un camarade. Je suis désolé. Tout le monde regardait Hazel avec compassion. Ils partageaient tous la douleur qu'ils ressentaient. Ivy s'est ensuite éloignée de quelques pas. Elle venait de sentir quelque chose. C'est lui? Ivy n'a pas regardé McCripsta dans les yeux et a continué d'observer la forêt. Non. C'est quoi ton problème en fait? Pourquoi tu ne veux pas nous dire ce que tu ressens depuis tout à l'heure? Au moins tu peux me le dire à moi. Stup écoutait leur conversation attentivement. Il a ensuite décidé d'intervenir. Ivy, on m'a parlé de ton don. Et qu'est-ce que tu as vu ou entendu? Ce n'est pas lui que j'ai vu. Comment est-ce que tu peux en être sûr? Ivy l'a toisé. Si tu connaissais mon don, tu saurais que je peux reconnaître n'importe quelle créature sans avoir à l'entendre ou la voir. Et je t'assure que ce n'est pas le Wendigo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une banshee. Il y a un nid pas loin. Et il ne vaut mieux pas s'en approcher. Je n'y crois pas, moi, à ce que tu racontes. Je vais aller voir et tu vas venir avec moi. Pourquoi? Tu as besoin d'un autre bouclier humain, c'est ça? Soudainement, Hazel a hurlé. Il pleurait la mort de sa jumelle, et devoir supporter cette conversation l'avait mis hors de lui. Ça suffit, vous deux! Je viens de perdre ma sœur, alors arrêtez vos gamineries! Je vais lui faire la peau à ce putain de Wendigo, que vous me suiviez ou non!
Stup et Ivy ont continué à s'affronter du regard. Tu sais quoi, Stup? Je suis d'accord. Allons-y. Allons nous jeter dans un nid de Banshee. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre à part notre vie? C'est pas comme si les Banshees étaient des monstres assoiffés de sang, prêts à n'importe quoi pour protéger les leurs. Stup n'a pas répondu à cette déclaration. Il a directement commencé à rassembler ses armes. Hazel s'est levé à son tour. Je viens aussi. Je t'accompagne, Ivy. Récit s'est levé, furieux, puis il s'est mis à hurler. Les films ne vous ont absolument rien appris, hein. Vous vous comportez comme si on était au camp de Crystal Lake. Vous connaissez cette règle qui dit qu'il ne faut jamais se séparer, non? Ivy s'est approchée de Récit et a caressé son visage affectueusement. Mon récit, on n'est pas dans un film. Tandis qu'Ivy prenait ses affaires pour partir, Récit à son tour lui a saisi le bras et lui a murmuré à l'oreille. Ne meurs pas, s'il te plaît. Ivy lui a souri, puis s'est engouffrée dans la forêt avec Hazel et Stup. McCrystal les regardait partir, puis elle a dit à Récit. À croire que ce que Lawrence nous a appris ne sert strictement à rien. On est là pour un Wendigo, et oui, ils partent se battre avec des Banshees. Ton copain Stup est peut-être bon tireur, mais il est borné. Si on perd Ivy, je lui pardonnerai jamais. Moi non plus. Stup, Hazel et Ivy se sont engouffrés dans la forêt sombre. Le silence régnait autour d'eux. Ils marchaient sans dire un mot, et malgré sa tristesse, Hazel gardait la face. Il ne supportait pas les tensions, et il devait son calme et sa maîtrise à sa sœur. Mais maintenant qu'elle n'était plus, il perdait tous ses repères. Alors Ivy, même éloigné de tes petits copains, tu continues à me dire que ce sont des Banshees que tu as entendus? Ça se voit que tu ne la connais pas. Si McCrystal entendait remettre en doute son don, elle te ferait avaler tes dents. Je ne remets pas en doute son don. Elle ne dit pas ce qu'elle sait réellement, et c'est ça qui me dérange le plus. Ivy ne ment pas. Quand elle ne parle pas, c'est que la situation est dangereuse. Alors pourquoi elle nous laisse nous jeter dans la gueule du loup? Hazel s'est arrêtée et a regardé Stup. C'est toi qui l'as forcé, mon pote. C'est toi qui as remis en cause son don et qui l'a poussé à venir. Je pouvais pas la laisser seule avec toi, vu ce qui s'est passé avec ma sœur. Tu veux savoir pourquoi je remets son don en cause? Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de Banshee dans Robinson Wood. Voilà pourquoi. Mais Hazel ne l'écoutait plus. Il s'était arrêté soudainement. Une belle jeune femme les observait. Elle portait une robe verte et se tenait face à eux. Puis, elle s'est mise à sourire, révélant des rangées de dents qui lui déformaient le visage. Et avant qu'il ne puisse réagir, elle s'est mise à crier. Merde. Tu vois, pauvre con. Elle avait raison. Elles sont là. Fuyez! Un chasseur ne fuit jamais sa proie. Hazel et Ivy se sont protégés les oreilles en les couvrant de leurs mains. Les Banshees étaient des hurleuses. Et lorsqu'elles le faisaient, c'était pour annoncer une grande catastrophe ou la mort d'une personne. Trop distrait par ce cri strident, ils n'avaient pas remarqué que le Wendigo s'approchait dangereusement. Puis, d'un bond, Ivy s'est retournée et l'a vu. Elle a dégainé son arme, un Beretta, qui était caché dans sa botte. Elle a visé le Wendigo, mais elle n'arrivait pas à tirer. Merde! Il s'est enrayé! Il était arrivé la même chose à son pistolet qu'à l'arme de Moff avant sa mort. À son tour, Hazel a dégainé son fusil et a tenté de tirer. Et comme celle d'Ivy, son arme était également bloquée. Glissant la main dans la poche de son pantalon en cuir, la voyante a cherché son poignard. De son côté, Hazel tentait de relever Stup pour l'aider à s'enfuir. Je devrais te laisser te faire massacrer, vu que t'as lâchement abandonné ma sœur. Hazel, laisse-moi crever maintenant. Ou achève-moi si tu ne comptes pas m'aider. Je ne suis pas une pourriture, moi. Je suis un vrai chasseur, loyal. Je n'abandonne jamais personne. Ouais, bah tu vas devoir oublier tes principes, mon grand. Stup s'est retourné et a vu le Wendigo à quelques mètres de lui. La créature marchait lentement, d'un pas assuré. Son repas l'attendait sagement sur le sol. Barrez-vous. Mais Stup! Cassez-vous. Ne restez pas là. Je préfère qu'il n'en tue qu'un plutôt que nous trois. Cet enfoiré. Que mon sacrifice vous sauve. Je suis sérieux. Courez! Ni une ni deux, et sans se faire prier, Hazel et Ivy se sont enfuis sans se retourner. Ils ne s'étaient même pas arrêtés une seule seconde pour se retourner, ni même pour reprendre leur souffle. Arrivés au camp, ils ont trouvé McCrystal, seule, qui alimentait le feu. En les voyant revenir, elle a couru jusqu'à eux. Il est où, Stup? Ne me dis pas qu'il est mort. Ivy a ignoré la question. Où est Récit? Il est allé chercher du bois. Mais qu'est-ce que t'as, Ivy? Il est parti par où? McCrystal a pointé Récit du doigt, et il n'a fallu que quelques secondes à Ivy pour le rejoindre. En la voyant arriver, il a lâché les rondins de bois qu'il tenait dans ses mains. Elle a sauté dans ses bras,
Elle a serré fort contre lui. Ils sont restés ainsi durant un long moment, collés l'un contre l'autre. Puis, elle s'est doucement reculée. Stup est mort. Quoi? On est allé jusqu'au nid des Banshee, mais c'était un piège. Stup s'est cassé la jambe et le Wendigo est arrivé. Il a été tué violemment, il a beaucoup souffert. Je l'ai vu. Dans ma tête, j'ai tout vu. J'ai voulu l'aider, mais mon arme s'est enrayée. Ton arme s'est enrayée? C'est impossible. Tu l'as pourtant vérifié devant moi. Sans lui répondre, Ivy s'est de nouveau blottie contre Récy. Puis, elle a porté sa bouche jusqu'à son oreille et lui a murmuré. Récy, la mort est parmi nous. Aucun de nous ne s'en sortira vivant. C'est ce que tu essayais de cacher aux autres depuis le début, c'est ça? Ivy a baissé la tête et a continué. Chez toi ce soir-là, alors que nous étions tous réunis, je l'ai vue. Elle était là. Mais de qui tu parles? De la grande faucheuse, c'est ça? Mon Récy, depuis quand on donne un nom à la mort? Puis, elle a fondu en larmes sur son épaule. Il a caressé les longs cheveux blonds de la voyante. C'était ce qu'il aimait le plus chez elle. Sa chevelure claire et nuancée contrastait parfaitement avec ses vêtements sombres. Ivy était toujours habillée de cuir noir, qui étaient des vêtements qu'elle affectionnait tout particulièrement. Récy l'a prise par les épaules et lui a dit « Allez Ivy, on va rejoindre les autres. » Je n'en ai plus la force, Récy. Quelque chose draine mon énergie. Pour la première fois depuis des années, j'ai peur. Écoute-moi bien Ivy. Tant que je serai présent sur cette terre, jamais tu n'auras à avoir peur. Ivy a versé une larme de sang. Récy savait ce que cela impliquait. La larme de sang était annonciatrice de mort imminente, inévitable. Il s'agissait d'un de ses autres dons. Mais elle ne le voyait pas comme ça, car à ses yeux, ces larmes de sang étaient une véritable malédiction. Comme si elle venait de le réaliser, Ivy a sursauté et s'est écriée. Je crois qu'on a perdu Hazel. Quoi? Ne me dis pas qu'il est mort lui aussi. Ivy a porté ses mains à son front et a scruté la forêt. Non, attends. Il est toujours vivant. Je l'entends. Récy et Ivy ont ensuite rejoint le campement où se trouvait Macripsta, qui, en les voyant, s'est avancé vers eux. Macripsta, où est Hazel? On était assis là tous les deux et il me racontait ce qui arrivait à Stup. Et là d'un coup, il s'est figé et s'est levé d'un bond. Et il a commencé à marcher vers la clairière. J'ai essayé de le rattraper mais il m'a repoussé. Avec une telle violence que je suis tombée au sol. Et tant que je reprenne mes esprits, il était plus là. Merde! Ivy a fermé les yeux, puis a concentré sa pensée sur Hazel. Ensuite, elle a dit « Attends. Je le vois. Je l'entends. Il parle avec... » Puis, elle a brusquement ouvert les yeux. Il parle avec qui? Il parle avec... Moz? Macripsta et Récy l'ont regardé, les yeux écarquillés. Ivy. Désolée ma chérie, mais... Je crois que ton antenne est cassée là. Moff est morte. Ivy lui a lancé un regard noir. Macripsta, fais marcher ton cerveau. Il est manipulé par le Wendigo. Des lances, divers poisons et des couteaux parfaitement aiguisés avaient été préparés et stockés au campement par les chasseurs dès leur arrivée à Robinson Woods. Ils avaient été déposés dans un énorme sac, dont Récy s'est alors saisi avec facilité. Bon, cette fois on reste ensemble. Cette chose est bien plus puissante qu'on le pensait. Bien dit. J'espère au moins que cette fois, on ne va pas tomber sur Freddy Krueger, avec toutes les saloperies qu'on trouve dans cette forêt. Récy avait toujours eu le don de remotiver les troupes avec son humour. Mais dans cette situation, il était tout aussi inquiet que les autres. Macripsta a alors poursuivi. Ivy, tu vois toujours Hazel? Il est... dans une clairière, à l'est. Vite les filles, en route. Il faut qu'on le rattrape. Soudainement, un hurlement s'est fait entendre. Ils se sont alors aussitôt dirigés vers la source du bruit. Ils craignaient une nouvelle ruse du Wendigo, mais ils n'avaient pas le choix. Il leur fallait agir vite, s'ils voulaient avoir une chance d'éliminer cette chose, et surtout, une chance de secourir Hazel. Rapidement, ils sont arrivés devant la clairière. Il n'y avait toujours aucune trace d'Hazel. Leur attention s'est ensuite portée sur une chaussure posée sur le sol. C'était celle de leur compagnon. Ivy a ensuite ressenti une pression dans la poitrine. Elle sentait qu'Hazel était à proximité. Puis, elle a désigné le nord en pointant du doigt. Tout droit. Ils ont couru droit devant et sont enfin tombés sur le jeune chasseur. Il était juste en face d'un lac et semblait s'adresser à quelqu'un. Non, je sais que c'est pas toi. Arrête.
Récy s'est doucement approché de lui pour écouter, tandis que les filles restaient en retrait. Son sang n'a fait qu'un tour quand il a reconnu que la voix qui s'adressait à Hazel était celle de Moff. Hazel, je suis coincée dans la clairière. Viens m'aider, Hazel. Hazel, ma vie ne tient qu'à un fil. Viens, aide-moi, Hazel. Non, c'est pas toi, je le sais. Hazel, c'est moi. Il ne m'a pas tué, il m'a emprisonné. Je t'en supplie, sors-moi de là. Moss, arrête. Je t'en prie, arrête. Aide-moi, mon frère. Ne me laisse pas. Sinon, il me tuera pour de bon. Hazel. Je vais aller chercher les autres. On va t'aider. Non, Hazel. Toi seul peux m'aider. Approche-toi de l'eau et tu me verras. Tu sais que je ne te mentirai jamais, Hazel. Hazel était chamboulée, tiraillée, entre la volonté de se précipiter à son secours ou celle de battre en retrait pour rejoindre les autres. Il était sous l'influence du Wendigo, mais à ce moment, il avait eu un regain de lucidité. Sa sœur était morte. Ce n'était pas elle qui l'appelait. Hazel. Seulement, la voix qu'il entendait était bien celle de sa sœur. Il l'aurait reconnue entre mille. Hazel, Viens m'aider. je souffre. Hazel. Il était désemparé. Devait-il foncer tête baissée vers cette voix? Ou bien ne pas l'écouter et s'en éloigner le plus possible? Tant bien que mal, il a essayé de ne pas prêter attention à la voix, allant même jusqu'à se boucher les oreilles pour ne plus l'entendre. Mais Hazel était sous l'emprise du Wendigo, et au bout de quelques secondes seulement, il s'est laissé attirer par la voix de sa sœur, et s'est accroupi devant le point d'eau. Le visage de Moff a émergé du lac. En quelques secondes, le jeune chasseur s'est rendu compte que ses yeux étaient vitreux. Elle a ouvert la bouche, en laissant échapper une araignée d'eau. Puis, elle a dit d'une voix gutturale. Hazel. Lentement, la tête de Moff a légèrement basculé en arrière, révélant un amas de veines et de sang coagulé qui se trouvait à la base de son cou. Pendant ce temps, Récy criait à plein poumon. Hazel, non. Il a ouvert le sac qu'il tenait dans les mains et s'est emparé d'une lance qu'il a projetée droit dans le lac, manquant sa cible de justesse. Hazel, brusqué, est tombé en arrière. Haletant et terrifié, il battait des pieds et reculait en s'aidant de ses mains. L'horrible tête flottante qui se trouvait devant ses yeux s'est mise à rire, d'un rire profond qui a résonné dans toute la clairière. Puis soudainement, la tête s'est fait emporter sous l'eau avant de disparaître totalement. Puis, deux immenses bois maculés de sang séché ont émergé des profondeurs. Le visage du Wendigo s'est ensuite petit à petit révélé sous ses yeux horrifiés. Un long bras décharné l'a saisi par la cheville. Récy a tenté de tirer à plusieurs reprises sur celui-ci avec un fusil de chasse, essayant désespérément de secourir le jeune garçon. Mais son arme était enrayée, et en quelques secondes, Hazel a été emportée sous les flots. Les derniers mots que Récy a entendus ont été... C'est elle. Récy, méfie-toi, c'est... Ses cris déchirants ont résonné jusque dans les bois, alors que la bête le dévorait sous le remous des vagues. L'eau, claire et limpide, a rapidement viré au rouge. Et seul le bras arraché du garçon est remonté à la surface. Hazel, non. Récy a serré les poings. Je vais t'arracher le cœur, saleté de Wendigo, tu m'entends? Je vais te massacrer. Récy était à deux doigts de craquer. Pourquoi tous ces chasseurs surentraînés tombaient comme des mouches un à un? Comment cela pouvait-il être possible? Il fallait qu'il retrouve à tout prix les deux dernières du groupe. Elles étaient censées être derrière lui, mais il n'y avait plus personne. Ces deux-là comptaient énormément pour lui, et surtout Ivy. Elle n'était pas qu'une chasseuse à ses yeux. Si elle venait à être blessée ou pire, il ne tiendrait pas le choc. Il s'est mis en route pour les retrouver. Alors qu'il repartait vers l'endroit où se trouvait la chaussure d'Hazel, il en a remarqué une autre sur le sol. Seulement, cette fois-ci, il ne s'agissait pas de celle du jeune chasseur, mais d'une des chaussures d'Ivy, une chaussure d'une paire que Récy lui avait offerte, qu'elle ne pourrait jamais abandonner, pas même pour sauver quelqu'un. Ivy, McCripsta, vous êtes où? La seule réponse qu'il ait eue a été le bruit du vent. Il a senti la colère monter en lui, cette même colère qui pouvait décupler sa force, cette colère qui allait sûrement lui permettre de terrasser le Wendigo. Les filles, répondez-moi. Pendant ce temps-là, plus loin, les filles discutaient entre elles. Tu sais, Ivy, Hmm. ça m'embête vraiment que t'arrives pas à me parler depuis le début de cette chasse. Ivy s'est arrêtée et l'a regardé. Que je n'arrive pas à te parler? Oui,
tu sois devenue soudainement distante. J'aurais pu être jalouse si tu étais allée te confier à Récy. Je connais pas trop votre relation, mais je sais que vous n'êtes pas simplement amis. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, chez Récy, tu savais déjà. Et quand Moff est morte, tu savais aussi. Et puis, quand t'es parti en chasse avec Stup après avoir senti les Banshee, je suis sûre que tu savais déjà que tu ne pourrais pas le sauver. Macripsta, je comprends pas de quoi tu parles. Macripsta s'est arrêtée et a planté son regard dans les yeux améthystes d'Ivy. Tu savais, tu n'as rien fait. Je me dis que tu devais vraiment l'aimer, ta Macripsta. Qui a été vraiment ton amie, ta sœur de cœur, celle avec qui tu partageais tout. Tu as laissé tout le monde crever un par un, alors que tu aurais pu tout stopper, Ivy. Ivy ne répondait toujours pas. Macripsta est alors entrée dans un fou rire incontrôlable. Ne me dis pas que malgré tout ce que tu as vu et ressenti, tu n'y croyais toujours pas. Je te croirais pas. Je sais que t'étais sûre au moment où tu m'as serré dans tes bras. Tu savais qui j'étais. Je ne pouvais tout simplement pas le croire. Pas toi. N'importe qui, mais pas toi. Comment avait-il pu te capturer? Ta maison est remplie de pièges. À toi seul, tu es un piège. C'est pour ça que je l'ai choisie, elle. Pour son intelligence, sa force, et pour cette capacité à déceler et mettre un piège en place. Voilà pourquoi. Mais j'ai conservé une partie d'elle en moi. Car je savais que si je laissais encore un soupçon de son odeur, quand tu sentirais son aura, tu la verrais encore. Je me disais que t'aurais un doute, certes, mais que tu ne serais pas certaine. Tu as tué mon ami. Tu as revêtu sa peau. Tu t'es infiltré parmi nous. Tu as trafiqué nos armes. Tu as fait en sorte qu'on se retrouve tous à Robinson Woods. Ici, dans cet endroit qui grouille de monstres en tout genre. Je sais que Moz, avant sa mort, avait vu tes yeux et t'avait reconnu. Elle l'avait dit à Stup. Macripsta a continué de rire. Ah oui, cette petite encyclopédie vivante l'a compris quelques secondes avant qu'elle ne meure. Mais je ne lui ai pas laissé le temps de pouvoir le dire à l'archer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que tu puisses savoir qu'il y avait des Banshee. Je voulais que tu emmènes Stup là-bas. Il faisait partie de ceux qui auraient pu me tuer. C'est vraiment le meilleur tireur d'élite que j'ai pu voir de toute mon existence. Il fallait que je m'en débarrasse. Ah oui, et Hazel aussi était au courant d'ailleurs. Quand nous nous sommes retrouvés tous les deux alors que tu fricotais avec Récy, il l'a flairé. Alors, je l'ai envoyé jusque-là où j'ai eu tout loisir de m'amuser. Il a bien essayé de vous prévenir avant, mais tu sais, parler avec de l'eau dans les poumons. Le pauvre. Je ne vais pas discuter des heures avec toi, Wendigo. Tu peux me tuer, mais tu n'auras jamais Récy. Jamais. Vous les voyantes, vous paraissez toujours bien trop sûre de vous. Mais tu parles trop. Un Wendigo affamé ne peut pas résister à ta délicieuse odeur. Ivy s'est brusquement reculée, tandis que Macripsta prenait la forme du Wendigo sous ses yeux. Elle n'en revenait pas. Elle voyait son ami se transformer devant elle. Son corps a commencé à s'allonger, ses dents ont lentement poussé, pour devenir semblable à des lames acérées. Ses bras sont devenus plus fins et décharnés, et se sont recouverts d'une épaisse couche de fourrure sombre. Le monstre révélait son vrai visage. Celle qui était son amie depuis toujours était en train de disparaître au fur et à mesure. Puis en quelques secondes, le Wendigo a plongé son immense patte dans la poitrine d'Ivy, hurlante de douleur, pour lui dévorer le cœur, s'en délectant. Mais le monstre, après avoir entendu des bruissements derrière lui, a immédiatement repris son apparence humaine et s'est éloigné rapidement. L'instant suivant, Récy est sorti des buissons, trouvant le corps sans vie d'Ivy gisant sur le sol dans une mare de sang, les yeux grands ouverts. La lueur violette qui y brillait autrefois s'éteignait peu à peu. Il l'a serré contre lui. Je t'interdis de mourir. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas m'abandonner, Ivy. Reste. Je t'en supplie, on va appeler du secours, d'accord? Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Des larmes étaient sur le point de couler de ses yeux. Puis, il a entendu quelqu'un derrière lui. Sans lâcher le corps d'Ivy, il s'est retourné pour voir Macripsta qui s'avançait vers lui. Quand elle a vu le corps de son ami, elle a fondu en larmes, feignant d'être dévastée. Récy? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as vraiment besoin que je t'explique? Ce monstre l'a eu. Ce soir, ce sera lui ou moi. Il reste que nous deux alors? C'était le coup de trop. On ne peut pas le laisser faire, Macripsta. On va devoir l'affronter. Maintenant. Et peu importe si nos armes sont enrayées, on s'attaquera à lui au couteau. Ou même à main nue. C'est ce qu'Ivy aurait voulu. Oui,
T'as raison, Récit. Récit a regardé une dernière fois Ivy. Il s'est souvenu de sa rencontre avec elle, de ce fameux soir où il s'était vu pour la première fois, de ses longs cheveux blonds et de ses yeux d'un améthyste scintillant qui pétillait quand elle croisait son regard. Dès ce jour-là, quelque chose s'était installé entre eux. Il s'est ensuite remémoré leur première chasse, seul à seul. Il s'est rappelé de ces vampires qu'ils avaient battus ensemble, mais surtout, de ce baiser passionné qu'ils avaient échangé et... Soudain, McCripsta l'a coupé dans ses pensées. Ce Wendigo m'a l'air tenace, Récit. Il ressemble au Wendigo suprême. Tu sais, celui dont Moff avait parlé. Elle avait dit que si celui-ci s'avérait en être un, il y avait très peu de chances pour qu'on survive. Et elle avait raison. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ta meilleure amie vient de se faire arracher le cœur et que ça n'a pas l'air de t'atteindre plus que ça. Tu te rends compte que c'est horrible ce que tu dis? Si tu savais à quel point je m'en veux de l'avoir laissée seule un instant. Récit a grogné. Il ne voulait pas se disputer avec son ami, mais il venait de perdre une importante partie de lui, de perdre la personne qu'il aimait le plus au monde, de perdre son âme sœur. Il tenait également beaucoup à McCripsta, qu'il considérait comme sa confidente, sa sœur. Mais elle avait cessé de pleurer en un temps record, et semblait être devenue totalement insensible. Insensible à la mort de Moff, insensible à la mort de Stup, insensible à celle de Hazel. Et maintenant, insensible à celle de Ivy. À présent, cela lui sautait aux yeux. Elle n'était plus elle-même. Récit a alors déposé doucement le corps de Ivy sur le sol, et s'est lentement levé. Il a marché un peu plus loin, pour tenter de décompresser le plus possible. Mais alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, s'éloignant à chaque fois un peu plus de McCripsta, le cerveau de Récit s'est mis en ébullition, et les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Il a repensé à sa non-réaction face à la mort de Moff, à sa passivité après celle de Stup, et à son étrange comportement lors de celle d'Hazel. Puis, il a lentement sorti le katana de son fourreau, et s'est arrêté. McCripsta, n'entendant plus ses pas, s'est retourné. Pourquoi t'as sorti ça? Et toi? Pourquoi tu as laissé Ivy seule? Hein? Vous étiez ensemble. Pourquoi vous vous êtes séparés? Récit, j'avais entendu du bruit derrière nous. Je voulais juste nous protéger. Ne me prends pas pour un con. Normalement, tu ne la quittes jamais des yeux. Pourquoi là? Et surtout en pleine chasse. Tu l'as laissée seule. McCripsta a esquissé un étrange sourire que Récit ne lui a pas reconnu. Maintenant, tu connais la réponse. Et là, elle s'est transformée sous ses yeux. Oh putain. Récit était horrifié. Il voyait la créature qui avait autrefois l'apparence de son ami se changer en une abomination sans nom. Cette chose, qui venait de se transformer devant ses yeux, s'était servi des liens amicaux qu'avait tissé le groupe pour parvenir à les tuer un par un. Il n'arrivait pas à croire qu'il était le dernier du groupe encore en vie. Jamais il n'avait pensé que vouloir venger la mort de leur mentor allait tous les conduire à leur perte. Mais il fallait qu'ils soient braves, et qu'ils combattent même si cela voulait dire qu'il allait également perdre la vie. Après tout, il avait déjà perdu tout ce qu'il avait de plus cher, et fuir n'était désormais plus une option. Il a pris une grande inspiration pour se donner du courage, tout en saisissant le katana qu'il avait dans le dos. Ce katana, c'est Lorenz qui lui avait offert, après être venu d'une chasse au yokai particulièrement éprouvante au Japon. Là-bas, Lorenz avait demandé à un des plus grands spécialistes du pays de lui forger cette petite merveille. Et le fait de pouvoir mener ce qui allait sûrement être son dernier combat avec était un véritable honneur pour lui. Il a relevé la tête pour regarder intensément le Wendigo dans les yeux, tout en tenant fermement le katana à deux mains devant lui. En réponse, la créature s'est mise à rire de façon machiavélique. Tu crois réellement que tu vas pouvoir me battre avec ça? Je suis déçu. Je pensais que t'allais sortir l'artillerie lourde. Récit n'a pas répondu à sa provocation et a foncé droit sur le Wendigo suprême, Alors, c'est tout ce que tu peux faire? qui a esquivé son attaque à la toute dernière seconde, se jouant de lui. Et le katana que le chasseur avait levé au-dessus de sa tête s'est abattu sur le sol, sans même frôler la bête. Récit s'est rendu compte à ce moment-là que la créature était encore plus rapide qu'il ne le pensait. Et alors qu'il allait se retourner pour tenter de lui assonner un autre coup, il a senti les griffes du monstre lui transpercer la peau, du haut de l'omoplate jusqu'en bas de son dos, ce qui lui a fait lâcher son arme au sol. Il s'est retourné à toute vitesse, et alors qu'il allait lever son arme, il s'est arrêté net. L'horrible créature avait repris forme humaine. Mais cette fois-ci, ce n'était pas McCripsta qu'il avait devant les yeux, mais bel et bien Ivy. Récit eut un pincement au cœur. Il savait très bien que ce n'était pas la femme qu'il aimait. Il l'avait vue sans vie,
et il savait que son corps gisait à quelques mètres de là. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'être troublé par ce qu'il avait devant les yeux. Il ressentait l'amour qu'Ivy lui portait émaner de cette chose. Il avait une envie irrépressible de se diriger vers le monstre qui avait revêtu la peau de la personne qui lui était le plus cher au monde. D'un mouvement brusque, il a fait 3 pas en arrière. Récit, c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Arrête tes conneries, je sais que c'est pas Ivy. Arrête de prendre sa voix. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Je crois que tu délires. C'est bien moi. Récit a continué de mettre de la distance entre lui et la chose. Il a reculé, sans réellement savoir où il mettait les pieds. Mon Récit, je t'en supplie, laisse-moi t'aider. Tu perds perds beaucoup de sang. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Pourtant, il n'avait qu'une envie, s'arrêter et se blottir dans les bras de la chose qui prétendait être Ivy. Il a fait un nouveau pas en arrière et a trébuché sur quelque chose avant de tomber lourdement à la renverse, ce qui a accentué la douleur qui lui parcourait déjà le dos. En tournant la tête pour voir qui l'avait fait tomber, il a vu un amoncellement de chair et d'os. C'était la dépouille d'Ivy. Ce monstre avait volé sa peau et n'avait laissé que cela d'elle. Ça et quelques-unes de ses affaires qui étaient éparpillées sur le sol. Mon Dieu, regarde ce que ce monstre a fait. Je n'arrive même pas à savoir lequel de nos amis c'est. Je préfère encore crever que de continuer à entendre tes conneries. Le Wendigo a esquissé un sourire narquois et a repris sa forme bestiale. Puis, il s'est avancé vers Récit, qui posait la main au sol pour se relever. Fais attention à ce que tu souhaites. Si tu ne veux pas que cela ne devienne réalité. Le Wendigo a attrapé Récit par le col et l'a soulevé comme s'il n'était qu'une vulgaire poupée de chiffon. En grognant férocement, il l'a approché de son visage, si près que Récit arrivait à sentir l'odeur métallique du sang dans son haleine. Le Wendigo s'apprêtait à ouvrir son énorme gueule, mais Récit ne lui a pas laissé le temps de faire, et a enfoncé le poignard qu'il avait dans les mains, dans l'œil droit de la créature. Heureusement, au moment où il avait posé les mains sur le sol pour se relever, il avait senti le poignard d'Ivy sous sa paume, un des petits cadeaux qu'il lui avait offert, et dont elle ne se séparait jamais. Par chance, sa lame était en argent, le point faible du Wendigo. La bête a poussé un cri de douleur, déchirant, a glacé le sang, et a furieusement projeté Récit sur le sol. Le Wendigo a mis sa main sur son œil pour en retirer le poignard, et Récit en a profité pour courir et récupérer son katana. Une fois son objet fétiche récupéré, il a foncé en direction de la créature qui saignait abondamment de l'œil. Récit savait que ça allait jouer à son avantage. Le Wendigo a grogné à nouveau, mais de rage cette fois-ci, et a asséné un coup de patte en direction du chasseur, qu'il a esquivé. La blessure rendait la bête moins rapide. Il fallait en profiter et saisir l'occasion. Récit a alors levé son arme et a tranché la jambe gauche du Wendigo, qui sous la douleur a posé un genou à terre, ce qui a permis au chasseur d'enfoncer le katana dans sa poitrine et de lui transpercer le cœur. La créature est tombée lourdement au sol, dans un bruit qui a résonné à travers toute la forêt. Le chasseur, encore haletant, s'est placé au-dessus de la bête, soulagé d'avoir réussi à la vaincre. Même si le Wendigo était à présent hors d'état de nuire, il n'était pas encore mort et essayait de reprendre une apparence humaine. Demande qu'on lui rende la politesse. Elle sait ce qu'il y a à l'extérieur et elle minimise. Une balle en argent. J'ai entendu ce qui s'est passé avec Lawrence. Elle n'a jamais mis autant de temps à réunir des données sur une seule et même créature. Dans une ultime tentative de troubler son adversaire, Récit a vu les visages de tous ses amis défiler devant ses yeux. Les voir un à un une dernière fois l'a ému, mais a aussi éveillé en lui une rage dévastatrice. Il a alors levé son katana au ciel et a violemment fendu l'air pour trancher la tête du Wendigo, qui s'est détaché et a roulé un peu plus loin. Ça c'est pour Moss. Il a continué à sectionner ses membres un par un, Ça c'est pour Stup. Ça c'est pour Hazel. Ça c'est pour Macrista. en pensant à ses amis et collègues. Et ça c'est pour Ivy. Puis, il a terminé en arrachant le cœur de la bête de sa poitrine, puis a allumé un feu de joie pour brûler ses restes. Après les avoir disposés dans le feu, il les a regardés se consumer un à un dans les flammes. Il venait de battre le monstre le plus redoutable de sa carrière de chasseur. Mais la victoire avait été amère. Il s'est retourné pour partir, en direction de sa voiture. Et quand il y est enfin parvenu, le soleil était sur le point de se lever. Il l'avait vaincu à temps. Il est ensuite monté dans sa voiture, et au moment de la démarrer, il s'est dit à lui-même: Je pense que j'ai mérité un bon café. Et surtout, avec une bonne dose de Baileys dedans.